Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Dans le cadre de la mobilisation de notre peuple pour soutenir notre armée qui travaille sur place à Ituri et dans le Nord Kivu, dans le cadre de l'état de siège décrété par le chef de l'État, président Antoine Tshisekedi, j'ai sur ces plateaux un doyen, professeur Kazumba. Il est doyen des facultés de sciences politiques et sociales à l'université de Kinshasa. Et si je fais appel au prof Kazumba, ce n'est pas par hasard. Prof Kazumba, en dehors de Kinshasa, de l'UNIKIN, il est aussi professeur à l'université de Bunia. Donc c'est un homme de terrain qui connaît très bien comment que se passe réellement là-bas. Mais en dehors de cela, le prof Kazumba a fait une thèse, doctorat, intitulée Intervention militaire étrangère en RDC de 1960 à nos jours. Paramètres géopolitiques et géostratégiques d'exercice de la souveraineté. Cette thèse a été publiée en 2005. Donc c'est quelqu'un qui connaît la situation sur le terrain. C'est dans ce cadre que je l'ai invité. Mais j'ai aussi fait appel à quelqu'un qui est très bien connu dans les milieux intellectuels à Paris. Il s'appelle Charles Onana, qui n'est pas sur place. Il a publié un livre, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, quand les archives parlent. Ce n'est pas par hasard que j'ai fait appel, je me réfère à cet ouvrage, c'est parce que Charles Onana connaît beaucoup sur le Congo. Je pense que c'est l'un des Africains les mieux outillés pour parler du Congo, plus que les Congolais eux-mêmes, parce que la plupart d'entre eux Congolais ont peur de la mort et peur des privilèges. Bonsoir professeur. Bonsoir Freddy. J'espère que vous n'avez pas peur de parler. Bon, la peur est un sentiment naturel, mais quand il s'agit d'enseigner, je pense que tous les textes me couvrent. Ok, la liberté académique. Prof, quand on lit le livre de Charles Onana, il écrit que la guerre de l'AFDEL avait un objectif, mettre la main sur les richesses du Congo. Une question. Est-ce que ceux qui avaient monté cette guerre ont-ils abandonné cet objectif? Merci, Freddy. Il y a d'abord des intervenants dans cette guerre. On a parlé seulement du Rwanda, on a parlé seulement de l'Ouganda, ce qui est faux. Parmi les acteurs qui ont manifesté leur soutien à l'endroit de cette guerre, je vous cite les États-Unis, le Canada, la République tchèque, la Nouvelle-Zélande, que cela ne vous étonne pas, Israël. Donc les objectifs diffèrent. Si pour les uns, l'objectif c'était de renverser Mobutu, de déstabiliser complètement la RDC et accéder aux minéraux stratégiques et rares de la RDC, l'objectif suivi par exemple par Israël, c'est à travers la RDC entrer au Soudan, déstabiliser le Soudan et mettre la main sur Oussama Ben Laden. L'une des conséquences, c'est le fait qu'on ait charcuté le Soudan du Nord et le Soudan du Sud
aujourd'hui. Donc cette guerre, dont on nous a dit que c'était une guerre de libération hier, de rectification avec la bande Aruberoa, en fait, ne servait pas les Congolais. C'est une guerre qui a servi les intérêts des Occidentaux. Rien à faire, parce que à un moment donné, Mobutu devenait un frein à l'épanouissement de ses intérêts, des intérêts occidentaux dans notre pays, de même que Idriss Déby devenait déjà un obstacle à la mainmise de la France au Tchad. Est-ce que c'est leur faute ou bien c'est la faute aux Africains ou bien aux Congolais? Parce que on ne peut pas comprendre, on se plaint. Les autres s'organisent, ils ont besoin de matières premières, vous ne savez pas les protéger. Faudrait-il les condamner ou bien il fallait prendre conscience pour savoir comment il faut éviter ça? Merci. Je pense que chacun doit protéger sa maison. Il y a dans une langue de ce pays, en cas d'attaque, on vous dira que c'est une langue nationale. Je traduis. Même si vous avez un stylo à la main et qu'en cas d'attaque, c'est ce stylo-là que tu vas jeter sur l'ennemi. Dans la conception des Européens, des Américains aussi, vous savez très bien que dans leur cercle privé, aucun de ces pays-là, ni les États-Unis, ni la France, la Belgique, l'Italie, le G7, n'admettra jamais l'émergence d'une autre Chine, d'une autre Inde, d'un autre Brésil sur le sol africain en la personne de la République démocratique du Congo. Nous, c'est à nous d'en prendre conscience. Et dire que tous ceux-là qui viennent à nos côtés pour nous dire « nous vous aimons », c'est tout simplement un amour économique, comme je peux... Donc on peut dire que si ce qui nous arrive, c'est parce qu'on est naïf. On croit en tout le monde. En quelque sorte, non seulement naïf, mais lorsque la naïveté dépasse certaines limites, nous devenons des idiots. Nous devenons des imbéciles. Et le prof Kamana parle de l'imbécilisation. Nous y sommes, pratiquement corps et âme. Heureusement que ce n'est pas toutes les âmes congolaises que vous pouvez loger dans ce package-là. Ok, prof, on entre maintenant dans les sujets. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a décrété l'état d'urgence dans deux provinces, Ituri et Nord Kivu. Je l'ai suivi hier et il donnait des explications. Le Sud Kivu n'a pas été concerné. Il a expliqué un peu en disant que le Sud Kivu, ce sont des conflits communautaires, beaucoup plus. Mais au Nord Kivu, ce sont des conflits. Il n'y a pas de conflit, mais il y a des bandits, il y a des rebelles, il y a des troupes, des pilleurs, et puis ils tuent les Congolais. C'est ça ce qui justifie l'envoi de gouverneurs militaires dans les provinces et l'installation de l'état de siège. Maintenant, je pense qu'avant qu'on voie l'état de siège actuellement, il y a quand même un passé. Il y a eu quand même ce qu'on appelle Artémis. Comment l'Artémis a été, comment dirais-je, mise en place et dans quelles conditions pour que l'objectif. Et puis comment est-ce qu'on peut faire une comparaison entre Artémis et l'état de siège actuellement? L'Artémis est arrivé. C'était quoi d'abord? C'était les Européens. Ça signifiait quoi? C'était les Français. Ah, les Français. Les Français. Mais ils avaient porté les blousons des Européens disant que c'est une force européenne. En réalité, c'était les Français. Oui. Oui. Et avec la complicité de... À l'époque, c'était MONUC ou MONUSCO. Je pense que c'était MONUC. C'était MONUC. Oui. L'objectif, c'était de pacifier
l'Ituri. Et alors, c'était en quelque sorte un état de siège aussi qui n'avait pas dit son nom. Mais on n'a pas changé de gouverneur là-bas. Non, mais c'est pour cela que je dis, c'était en quelque sorte un état de siège qui n'avait pas dit son nom exact. Mais est-il que sur le terrain, les autorités civiles, politiques, administratives n'avaient aucun mot à dire? Parce que Artémis avait pour objectif de pacifier. Pour pacifier, il fallait d'abord désarmer ceux qui étaient armés. Et ils avaient tous les moyens militaires et sécuritaires pour le faire. Ils avaient les gadgets les plus sophistiqués pour le faire. Ils avaient même des drones qui pouvaient, et le jour et la nuit, leur fournir des informations et leurs équipements militaires. Et ils étaient équipés de manière à détecter toute arme et intervenir sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Vous avez bien dit que je suis professeur à l'université de Bunia depuis 11 ans. Mais il y a eu des choses. Vous savez, ce qui se passe à Beni, Butembo, mais c'est que c'est les fils même de la contrée qui partagent un verre de bière avec vous pendant le jour et qui se transforment en rebelles la nuit. Ça c'est Beni et Butembo, mais pas Bunia. Donc pas en Ituri, quoi. Eh bien, Bunia était protégé. L'année passée, j'étais à Bunia, lorsque la route, les deux entrées de Bunia, l'entrée par Iga Barrière et l'entrée par Beni, Tchomia, étaient coupées. Je me trouvais dans la ville de Bunia. On a dû dépêcher les hélicoptères qui sont venus de Goma pour aller pilonner ce qui s'appelait le loup de montagne. Kodeko. De montagne Kodeko. Mais ce sont des gens de Bunia. Mais ils peuvent venir d'où? Prof, expliquez-moi, on ne comprend pas. Ceux qui sont à Kinshasa ne peuvent pas comprendre que Bunia a de frontières avec l'Ouganda. Oui. Mais en Ouganda, il y a la paix. Mais c'est au Congo où il y a l'instabilité. Comment expliquer? Nous passons toutes ces armes. C'est un peu compliqué pour que les petits peuples ne peuvent pas comprendre ça. Oui, Freddy, il y a des choses que... Bon, la RDC, c'est notre pays. Il y a des choses que nous pouvons nous dire en aparté. Mais la gestion de la province de l'Ituri, de nos provinces, que ce soit le Nord Kivu, que ce soit l'Ituri, oui. Des provinces frontalières du Rwanda et de l'Ouganda. Quand vous partez de chez nous, vous traversez, vous êtes en Ouganda, vous êtes au Rwanda, vous sentez quand même l'autorité de l'État, la présence de l'État. Et on ne badine pas avec l'État. Quand il faut rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, de gré ou de force, il faut rétablir cette autorité-là. C'est ce que Artémis avait fait. Donc on peut dire qu'avec l'état de siège que le président Félix Antoine Tshisekedi vient de décréter, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et l'état de siège, je ne peux pas définir l'état de siège du point de vue du droit. Les juristes sont là pour le faire. Mais je vous dis que l'état de siège implique le gel de certains droits. Lesquels, par exemple? Par exemple, vous n'avez pas la liberté de circuler, d'aller où bon vous semble, quand vous voulez et comme vous voulez. Mais vous n'avez pas l'autorisation de tenir les meetings, de raconter tout ce que vous voudriez bien raconter. Mais prof, là, il y a un problème. Ce sont des Congolais qui n'auront pas de droits. Est-ce que les ONG
qui sont concentrées au nord, au sud, Kivu, à Ituri, vont-elles travailler librement? Ça, c'est aussi une affaire... Et aussi les médias, parce que les médias, il y a une concentration des médias communautaires. Oui. Vous suivez RFI, BBC, mais qui ne sont pas des médias libres, ce sont des médias d'État pour le gouvernement étranger, mais qui donnent des informations, quelquefois tendancieuses, à notre peuple. Oui. Est-ce qu'on va les laisser faire le travail? Est-ce qu'on va laisser les ONG internationales s'installer? Parce qu'on a l'impression que ça, c'est seulement pour les Congolais, l'état de siège. Mais il faut que l'état de siège soit aussi pour les médias occidentaux, les médias étrangers, communautaires, mais aussi les ONG internationales. Le volet médias étrangers, les ONG, ça va un peu au-delà de mon analyse. Ouais. De mon expérience sur le terrain, je suis ici à Kinshasa, je ne sens pas et je ne vois pas la présence de toutes ces ONG-là. Mais venez à Bunia, mais vous avez même toutes les ONG, même celles que je n'ai jamais vues ici à Kinshasa. Ce qui m'a étonné. Non, on peut dire qu'il y a un laisser-aller du côté de l'État, du gouvernement congolais. Bon, écoutez, il suffit, prenez la route ici, lorsque vous sortez de Kinshasa, avant d'arriver à Bankana, vous dépassez Bankana. Vous sentez que l'autorité même de l'État est en train de disparaître. C'est au moins dans la capitale, à Kinshasa, que vous sentez. Il en est de même dans l'Interland, dans le sens que vous pouvez sentir l'autorité de l'État à Lubumbashi. Quand vous quittez Lubumbashi, il n'y en a plus. Vous pouvez sentir l'autorité de l'État à Kisangani dans les anciens chefs-lieux. Mais lorsque vous êtes à Isiro, qu'est-ce que vous allez sentir là-bas? Le gouverneur n'a pratiquement pas un mot à dire. À Durba, vous arrivez à Durba, qui sont là-bas, où il y a les mines d'or à l'état en découvert. Il n'y a personne, même pas un policier, même pas un militaire. Si, mais il y a des petits blancs qui font la pluie et le beau temps là-bas. On vous parle de Durba, mais c'est une ville à part. Donc c'est eux maintenant qui font du bruit pour dire que l'état de siège ne peut pas arriver jusque là-bas. Mais dans une certaine mesure, c'est pour protéger leurs intérêts. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut demander à notre État? Maintenant, on dit l'état de siège. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour que, au bout de ça, de ce processus, que ça soit un succès? Parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous posez là une question fondamentale qui touche aux intérêts des Congolais, qui touche aux intérêts de ceux-là, des pilleurs. Parce que quand on prend des lingots d'or de Durba, ça part où? Ça passe par Kampala. Mais il y a des petits porteurs qui quittent régulièrement là-bas, pour l'extérieur. Donc vous voulez dire, dans le cas d'état de siège, il faut que notre armée de l'air contrôle l'espace. Je vise la fin de l'état de siège. L'état de siège, d'accord. Et après? C'est ça aussi le point, la question fondamentale. Est-ce que les rebelles et leurs souteneurs extérieurs et ceux qui sont ici à Kinshasa, ceux qui sont ici au Parlement, et le président de l'Assemblée, Mbosso, en a parlé? Ils ont des accointances, ils ont des ramifications. Donc on donne raison au président Tshisekedi quand il disait que vous avez les Congolais qui sont complices. Oui. Gens au Rwanda, oui. Mais aussi les multinationales. Tout à fait. Tout à fait. Le mal que les multinationales, en complicité avec leur relais, les Congolais porteurs nationaux des projets des multinationales, mais est-ce que ça doit se discuter? C'est visible à l'œil nu. Ok. Revenons maintenant au niveau de l'état de siège. Vous avez le Turi, vous avez le nord Kivu. Maintenant, pour éviter que les Blancs qui sont là, qui font des magouilles, qui exploitent notre or, donc il faudrait que nos militaires, notre armée, contrôlent même les mines. Donc si on contrôle les mines, je pense qu'il y aura un peu de stabilité. Mais je parle de... Il m'est arrivé de parler dans une publication là, de la malédiction géologique de la République démocratique du Congo.
C'est paradoxal que notre géologie soit à la base de notre souffrance. C'est nommé parce qu'on n'est pas conscient. Mais tout à fait. Parce qu'on était conscient, on devrait avoir une armée forte, mais des élites capables, compétentes et conscientes pour faire face à ces gens. On se comporte en sous-homme, en état permanent de sous-traitance. Nous faisons la sous-traitance, l'Occident nous sous-traite et nous sous-traitons nos compatriotes. Nous ne les prenons pas pour des êtres humains complets, totaux, qui ont droit à une vie enviable. Mais professeur, comment expliquer, il y a eu un temps, on tuait les Congolais, chaque jour ici, il y avait 500 personnes, on a coupé, on a décapité, on a coupé les bras, donc c'était insupportable. Le président Tshisekedi prend une décision de décréter l'état de siège, on voit directement la MONUSCO qui vient aider. 20 ans il a passé, on n'a jamais vu, même protégé par les Congolais. Après la MONUSCO, on voit l'Union européenne qui arrive. L'Union européenne est là, et puis on voit d'autres pays, l'Ouganda, vous avez le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces soutiens brusques? Je pense que l'État, la prise de conscience et les certaines positions que le chef de l'État prend aujourd'hui étonnent beaucoup de personnes. Et ils ne s'attendaient pas à ce que la personne de Félix Tshisekedi disons, s'émancipe dans ce sens-là. On l'a pris pour les qualificatifs qui ont été diffusés. Je ne voudrais pas les reprendre ici parce que ce sont des qualificatifs qui, par moments, faisaient très mal au cœur. Mais lorsqu'il s'est révélé un grand stratège, même dans sa réponse aux propos de Kagame. Et pour faire revenir un peu à ces propos de Kagame, qu'est-ce qui se cache? L'homme s'est énervé. Ça cache quoi? C'est la première fois qu'on voit Kagame parler comme ça. Et puis ce qui est grave, le président Tshisekedi, le président de l'Union africaine, était à Paris. Comment quelqu'un, Kagame qui a fait plus de 20 ans au pouvoir aujourd'hui, pouvait se permettre de tenir un tel langage alors que le président était sur place aussi? Et heureusement qu'il s'est cru en l'ancien temps où il pouvait parler et un Congolais tremblait. Très calmement, impassible, il a eu la réponse qu'il lui fallait. Certains ont dit que bon, Félix aurait pu se mettre à hurler, à aboyer. Pour quelle finalité? Le rapport Mapping, c'est Félix qui l'a rédigé? Quel Congolais a rédigé le rapport Mapping? Tout le monde est là. Si aujourd'hui, il faut se fonder pour suivre tous ceux qui sont dans le rapport Mapping, mais il y a beaucoup de personnes qui se suicideraient s'ils sont courageux, ou bien qui quitteraient le pays. Mais pour aller se cacher où? D'abord, avec le Covid, on n'accepte plus n'importe qui dans ces pays-là. Et Kagame est nommément cité dans le rapport Mapping. Yoweri Museveni est nommément cité dans le rapport Mapping. Et quoi? Qu'il se fasse Harakiri? Oui, mais ils ne sont pas seuls, parce que derrière Kagame, derrière Museveni, il y a quand même les patrons. Multinationales. Oui, parce que c'est eux qui font pression pour qu'on parle pas de rapport Mapping. Je suis d'accord avec vous. Eh bien, on va voir le rapport de force dans cette situation. Mais il ne faudra pas laisser Félix seul. Il faut que tous les Congolais forment un bloc, un engagement clairement pris. Je ne refuse pas que les gens se mettent à se trémousser, à entrer en transe à la télévision, à trembler, je ne sais pas, toutes ces scènes-là. Mais il y a un rapport de force. On nous agresse, il y a les armes de l'agression, nous utilisons les mêmes armes pour contrecarrer l'agression, mais notre capacité de riposte doit être supérieure à celle de l'agresseur. D'abord égale pour le neutraliser, supérieure
pour l'anéantir. Et pour l'anéantir, il n'y a pas de choix dans les moyens. Tous les moyens sont bons. Non mais prof, vous venez de le dire. Vous avez un ennemi mieux outillé, mieux équipé. Notre pays jusqu'à présent est sous embargo. Comment voulez-vous? Vous venez de parler d'Artémis ici. Ils ont amené tous les matériels sophistiqués. Oui. Et on a décrété l'état d'urgence, pardon, l'état de siège. Mais nous sommes sous embargo, on va faire comment? Freddy, la plus belle femme du monde, ne peut donner que ce qu'elle. Donc on peut dire que nos ennemis, c'est eux-mêmes là, qui nous mettent sur embargo. Entre-temps, ils viennent nous dire qu'on va faire la paix, parce que dernièrement, on a vu l'Union européenne, on a vu tous les pays, les Rwanda, l'Ouganda, venir, non, on va aider le Congo pour mettre la stabilité, alors qu'on refuse au Congo d'acheter des armes. Donc c'est pas un piège? Vous avez sorti la vérité. Comment sortir alors de ces pièges? Maintenant, les enjeux d'abord. Quels sont les enjeux qui sont cachés? Les enjeux sont stratégiques. Il faut accéder. L'objectif qui a conduit au renversement de Mobutu, il n'a pas changé. La balkanisation de ce pays, il n'a pas changé. N'oubliez pas les propos de Jacques Attali, qui a, entre guillemets, prophétisé, qui a dit que d'ici l'an 2025, je pense, le Nigeria et la RDC cesseront d'exister comme État dans leur format actuel. Jacques Attali. Et quand il parle, c'est toute la franc-maçon française qui parle. Et vous connaissez l'impact de la franc-maçonnerie. Mais je pense que on pouvait faire de telles projections sur la Chine. La Chine prendrait d'autres dispositions. Pourquoi nous sommes incapables? On vous a écrit, je pense que Jacques Attali a écrit un livre. On vous a écrit ça. Pourquoi on ne prend pas de précautions? Moi, ça m'étonne de voir qu'il y a beaucoup d'universitaires qu'on soit dominé par n'importe quel peuple. Vous venez de citer un bon exemple de la Chine, mais qui est très mauvais pour nous. La Chine a fait sa révolution en 1949. En 1999, 50 ans plus tard, la Chine était une puissance. On voulait dire qu'il faut qu'on fasse la révolution comme la Chine. Vous savez, je ne suis pas réformiste. Je suis dans la révolution. Qu'importe que le chat soit blanc ou noir. Le bon chat, c'est celui qui attrape les souris. J'ai cité Deng Xiaoping. Si la Chine, nous gérons tous par la Chine aujourd'hui. La Chine est en passe de devenir la première puissance commerciale du monde. C'est grâce à Deng Xiaoping, le père de la Chine moderne. Mais puisque la Chine est partie de l'état féodal au statut que nous envions aujourd'hui, on avait reproché à Mao Tse-tung, dit vous avez tué, vous avez tout ce que vous voulez. Et Mao avait dit oui, mais la Chine, c'est 1 milliard. Si dans les 1 million dont vous dites qui ont été mes victimes, il y a par exemple dans les cas de chez nous les Kuluna, les voleurs, les déserteurs de l'armée ou bien tout ce que vous voulez. Mais ces gens-là, à quoi est-ce qu'ils servent la société congolaise? Ils sont bons à quoi? Ok, prof, revenons au niveau de l'apport des pays, soi-disant amis, qui arrivent chez nous pour nous aider à stabiliser l'Est. Dans ces conditions, nous faisons quoi? Nous, en tant que Congolais, nous faisons quoi? Parce que maintenant, tout le monde veut nous aider. Hein? Même tous les bourreaux, ils sont à côté avec de belles paroles. Ils veulent mettre au niveau de l'armée, il faudrait qu'on travaille ensemble. Nous allons faire quoi maintenant? Je prends le contre-pied de ce que vous dites. D'abord, je n'aime pas cette histoire-là des pays amis. Amis à qui ou pour quelle raison? Il n'y a pas d'amis en relations internationales. Ceux qui viennent ici sont guidés par un intérêt bien déterminé. Chacun a un objectif qu'il poursuit. Faisons comme Mao Tse-tung. Comptons d'abord sur nos propres forces.
Et l'aide extérieure, qu'on nous la donne ou qu'on ne nous la donne pas, ne pourra arriver qu'en appui à nos propres efforts de Congolais avant tout. Il ne faut pas s'attendre. Mais moi, je ne sais pas. La Chine s'est présentée au guichet de quel organisme international pour son développement? Jamais. La Chine s'est développée. C'est un modèle. C'est un modèle. La Russie a été devant qui? Poutine, aujourd'hui, est avec qui? Mais, la Chine, comme l'Inde, comme la Russie, ils ont un comportement d'intérêt. Quand vous dites la Chine, donc les élites chinoises, les élites russes, est-ce que quand on vient chez nous, au Congo ou bien en Afrique noire, de manière générale, est-ce qu'on a cette qualité d'élite? Et si on n'en a pas, nous faisons quoi? C'est une question assez délicate, assez complexe. Parce que pour y répondre, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y a, par exemple, dans la structuration sociale de notre pays, aujourd'hui, en termes de classes, il n'y a pas de classe dans notre pays. Il y a la bourgeoisie comprador. Il y a le prolétariat ou le lumpen prolétariat. Des gens de tous travaux qui, Félix descend le matin, ils applaudissent, ils remontent le soir, ils crient. Ça, c'est le comportement, l'attitude du lumpen prolétariat. La prise de conscience d'appartenir à une classe bien déterminée. Et il n'y en a pas. C'est un paramètre que vous trouvez en Chine, c'est un paramètre que vous trouvez en Russie, mais qui n'existe pas chez nous ici. La débrouillardise, l'article 15, conduit à quelle configuration? Donc, à vous entendre parler, donc on ne peut pas avoir l'espoir que l'Afrique noire ou bien le Congo pourra se développer. Les dirigeants africains les plus en vue, je peux prendre le cas de Lumumba à Thomas Sankara, ont été liquidés par qui? Par les Européens. La main qui a liquidé Thomas Sankara, c'est une main africaine. Donc vous voulez dire que les Africains, les élites sont médiocres et plus très faibles, aliénés? Bon, je pense que j'ai rejoint mon vieux, le cardinal Monsengo. Je pense que... C'est la médiocrité. Que les médiocres dégagent. Okay, mais ils ne dégageront pas d'eux-mêmes. Il faut les aider à partir. Il faut les aider à partir. Ok. Maintenant, nous sommes à la fin de notre entretien. On a décrété l'état de siège. Je pense que ce ne sera pas éternel. Qu'est-ce qu'on va faire quand l'état de siège aurait pris fin? La question est fondamentale, Freddy. Après Artémis, MONUC avait pris la relève. Donc, d'une manière ou d'une autre. A préparé le terrain à la MONUC. Oui. Il y a des choses qu'il fallait faire. Par exemple, aujourd'hui, parce que vous m'avez demandé d'avoir une approche comparative. Artémis et état de siège. État de siège. Est-ce que ceux qui ont préparé l'état de siège, ils ont pensé à l'après-état de siège? Dans notre analyse, nous pouvons y penser. Oui. Qui va prendre la relève? Est-ce qu'on mettra en place des structures suffisamment? Vous proposez, vous êtes un spécialiste en matière, vous travaillez dedans. Vous proposez quoi? Parce que on critique facilement, mais vous proposez quoi? Oui, c'est vraiment que l'administration militaire prenne soin alors d'installer l'administration publique, que les services de sécurité militaires, ceux de la police,
les renseignements généraux s'occupent, sécurisent. Est-ce que ça sera possible avec tous les ONG qui sont là-bas, qui travaillent contre? Mais Ou bien il faut d'abord les chasser? Non, chasser, c'est... Il y a moyen de les chasser gentiment. Les vider de... Ils reposent sur un contenu. On vide ce contenu-là, et puis c'est fini. Ils s'en vont, ils partent. Donc vous dites qu'après, il faut qu'on permette, qu'on puisse mettre en place une administration civile. Une dynamique qui poursuive. Parce que vous avez dit qu'il y a un vide, il y a des coins où il n'y a rien. Je suis d'accord avec vous. Donc là, il faut réinventer en quelque sorte l'État congolais. Tout à fait, tout à fait. Et tout dépend maintenant de la qualité de l'élite. Ah oui. L'État en RDC, il existe ou il n'existe? C'est lequel? Aussi le papier. Oui, mais il doit exister dans les faits. Donc c'est la volonté des Congolais, pas seulement du président Tshisekedi. Non, ce n'est pas un magicien. Seul, il ne fera rien. Nous nous asseyons, nous disons, ok, président Tshisekedi, faites ça, faites cela, allez construire ce pont, allez réparer cette route. Mais ça c'est dans quel pays du monde? Mais c'est vous l'élite. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Si on prend le nombre de docteurs, professeurs ici, vous êtes nombreux, vous faites quoi? Ne fût-ce que vous pouvez dire que les médias ne vous donnent pas la chance d'accéder, vous exprimer. Il y a l'Internet. Combien d'intellectuels congolais s'expriment à travers l'Internet? Même avoir un compte Twitter, on n'est pas capable. Oui. Pourquoi ce silence? Vous êtes tous complices? Qu'est-ce qui se passe? Non. Complicité, non. Défaitiste, non plus. Mais c'est quoi? Mais chaque chose a son temps. Vous allez me dire que 60 ans après l'indépendance, est-ce qu'on s'y était mis? Nous avons passé le temps à détruire. Il faut arrêter la destruction et commencer à construire. Ok, prof, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre entretien. J'espère que les Congolais nous suivent et surtout les élites intellectuelles. Nous passons une période difficile. Nous sommes dans un tournant historique. Et notre avenir, notre destin dépend de nous. Et si on ne prend pas conscience, qu'on mette de l'ordre dans les provinces, qu'on soutienne nos phares d'essai, qu'on soutienne le président Tshisekedi, l'histoire nous jugera terriblement et certains d'entre nous seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Une fois de plus, merci et bonsoir chez vous, monsieur le professeur.